Mesdames, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous. Dans vos maisons, les routes du Bénin ont connu une forte hausse d'accidents. Eh bien, cette recrudescence des accidents soulève la question de la sécurité routière, de la vigilance des conducteurs et du respect du code de la route. Recrudescence des accidents de la circulation au Bénin, quelle solution durable pour renforcer la sécurité routière? Pour en parler, je serai avec Joseph Harissou. Il est le directeur des transports terrestres et aériens, mais aussi quelles actions concrètes mènent les autorités actuellement pour renforcer la sécurité routière, ou faut-il tout simplement revoir notre politique de prévention routière? Eh bien, ces questions lui seront posées. Allez, poursuivi pour corruption et blanchiment de capitaux, Richard Boniorou, fondateur du parti Le Libéral, fait face à la justice. Depuis le début de cette affaire, où en sommes-nous aujourd'hui et que devient le parti Le Libéral sans son président? Quel avenir pour un parti politique sans son fondateur? À suivre dans un instant l'entretien que j'aurai avec le secrétaire général adjoint du parti Le Libéral, Semevo Mondesi Amadidje. Retrouvez aussi Florence Bossa quand il sonnera 8h20 dans Actu sur le net. Nous ferons le point de vos commentaires et avis sur les grands sujets de la semaine tels que vous les avez publiés. À nouveau bonjour, vous êtes sur Actu Matin, la matinale au Bénin qui vous ouvre les portes d'une bonne journée. Nous allons suivre à présent la une des quotidiens parus ce jeudi matin. On commence par le quotidien Fraternité, à la une du quotidien Fraternité. Patrice Talon, de nouveau chez Lula da Silva. Ici, le partenariat Bénin-Brésil à un niveau stratégique. Économie, culture et mémoire partagée. Féminisme au Bénin, regard croisé de sachants et population. Et puis, origine de Woma, la mémoire d'un village oublié. Décryptage info à présent, enseignement professionnel. La BOAD alloue 30 milliards de francs CFA pour 3 lycées au Bénin. Fonction publique, faute possible et sanctions afférentes. Plusieurs agents dans la fonction publique ignorent le règlement intérieur de l'administration publique. Pendant que certains se croient tout permis, d'autres se croient intouchables et se donnent le luxe justement tout le plaisir. Et puis, diplomatie, Patrice Talon en séjour de travail au Brésil. Potentiel à présent, développement de la première ville Bénin, Parakou, Paulin Akponan annonce une disponibilité 100% d'électricité et d'eau pour les quartiers Titirou et Kedaman et Koroborou sur la liste prioritaire. Les populations hésitent et saluent la méthode Patrice Talon. Ensuite, voyage du président de la République en Amérique du Sud, Patrice Talon, entame une visite de travail au Brésil. Et puis, microfinance, accord de financement, entrée et sortie des étrangers. Voici les grandes lignes des lois adoptées par les députés ce mercredi. L'emblème du jour, gestion des finances publiques, premier trimestre 2025, recettes en hausse, dépenses maîtrisées. UPL Renouveau en marche vers 2026, Diogbe nous forme. Les militants dans le Nord, à Renvoyebla, relance avant en cours, Porte-Nouveau en action ce week-end. Et puis, élection générale de 2026, Rebecca Adjinakou au service de la cause des femmes. Et puis, on va retrouver également un autre journal, Le Routier, à présent, 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Les asses empruntés à Cotonou pour la circulation à partir du 25 juin 2025. Et puis Soleil Bénin Info, gestion des affaires au sommet de l'État, Talon Ouattara, la victoire du style. Et puis diplomatie offensive du chef de l'État après la Côte d'Ivoire, Talon au Brésil. L'actualité à présent, la promotion des filières agricoles, une priorité pour le gouvernement béninois. Il s'agit du démarrage officiel de la campagne de plantation de palmiers à huile à Adjawere. L'économiste à présent, Abidjan, la presse spécialisée sur FEDER pour accélérer l'intégration régionale. Et puis 146e session ordinaire du conseil d'administration de la BOAD, 13 nouvelles opérations approuvées
pour 273,38 milliards de francs CFA. Matin libre à présent, Assemblée nationale, Armand Grandcet s'ennuie. La rupture devrait plus occuper le député de la 23e circonscription électorale. Impulsion politique nationale, la politique de valorisation de l'effort. Une idée de Kloubou Noumonvi Agbo ici. Soutenance de thèse de doctorat, Séverin Fanon, docteur en sciences de gestion, avec mention très honorable. L'autre quotidien à présent, visite de travail du chef de l'État au Brésil, Lula da Silva et Talon inaugure une nouvelle ère de coopération entre les deux pays. 229 indépendances Fit Day, une célébration sportive et citoyenne à Cotonou sous l'impulsion de Luc Atropo. Première séance publique de reddition de comptes 2025, la municipalité de Cotonou enracine une tradition de transparence et puis coopération interparlementaire entre le Bénin et le Nigeria. L'atelier de mise en œuvre du mémorandum IPA-Boninis lancé à Cotonou. La primeur à présent, rencontre contemporaine de Cotonou. Attila Bénin accueille le face-à-face artistique de Adonan et puis Atchemin Diplomatie, Patrick Talon au Brésil pour une visite de travail. Les 4 vérités à présent, énergie et eau à Paracourt. Le ministre Akponan annonce une bonne nouvelle aux populations à Paracourt. Le ministre Paulin Akponan annonce la totale disponibilité de l'énergie électrique et de l'eau. Les populations exultent de joie. Dabarou, à présent, siphonneur de budget en divagation, commerçant politique, le ministre Akponan, si une branche sur laquelle il est assis. Mission patriotique ou règlement de compte politique s'interroge le journal Dabarou. L'indépendant, route des pêches au Bénin, interdiction des constructions en matériaux précaires. Et puis fête de la musique 2025, ferveur populaire à Cotonou, Porte-Nouveau, Boïcon. Et puis Paracourt. On va finir avec fraternité à présent. Patrice Talon, de nouveau chez Lula da Silva. Ici, le partenariat Bénin-Brésil à un niveau stratégique dans les domaines de l'économie, de la culture et mémoire partagée. Ensuite, féminisme au Bénin, regard croisé de sachants et population. Histoire, origine de Woman, la mémoire d'un village oublié. Voilà pour vous la une des quotidiens parus ce jeudi matin. Nous allons suivre à présent le bulletin d'information. Dans le sommaire de votre bulletin d'information, à suivre dans un instant le résumé de la 5e réunion technique des secrétaires généraux, membres de la conférence internationale des grandes chancelleries francophones. Ils ont pour tâche d'examiner les grandes recommandations issues de la conférence plénière des grandes chancelleries francophones de l'année 2024 et partager les expériences. Ensuite, le périple du président du Conseil économique et social entrepris depuis le 2 juin dernier se poursuit. Eh bien, c'était le tour du département de la Liborie de recevoir Conrad Baguidi et sa délégation. Ici aussi, l'objectif reste le même, lancer la première session extraordinaire du CES départemental de la Liborie. Image à suivre dans un instant. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Eric et bien bonjour à tous. Les secrétaires généraux des grandes chancelleries des États membres de l'espace francophone sont à Cotonou depuis ce mardi. Oui, Eric, c'est dans le cadre de leur 5e réunion technique. Ils examinent à l'occasion les grandes recommandations issues de la conférence plénière des grandes chancelleries francophones de l'année 2024. Les travaux de cette 5e réunion ont été lancés à Cotonou par la vice-présidente de la République du Bénin. On fait le point avec Vigile Arodeyon. L'adoption d'une plaque symbolique de passation de charges entre présidents, l'harmonisation des pratiques de récompense des grandes chancelleries francophones, la décoration des artisans de paix dans les États respectifs et la création d'une association des décorés des ordres nationaux. Voilà quelques-unes des recommandations adoptées par les grandes chancelleries en 2024 et qui constitueront les grands axes des travaux de cette 5e réunion technique des secrétaires généraux de la Conférence internationale des grandes chancelleries francophones à Cotonou. La présente réunion constitue donc un creuset d'échanges techniques
mais aussi d'analyse stratégique. Elle vous offre l'occasion d'examiner ensemble la mise en œuvre des résolutions communes, de partager les bonnes pratiques observées par-ci et par-là, d'identifier les défis communs à relever et surtout de penser le futur à envisager, construire ensemble. Cette 5e réunion technique des secrétaires généraux de la conférence internationale des grandes chancelleries francophones s'inscrit dans la continuité de ce qui a commencé il y a exactement un an, alors que le Bénin accueillait ici même à Cotonou la 11e conférence internationale des grandes chancelleries francophones. Ces secrétaires généraux auront donc, au cours de la présente réunion, l'occasion de mener en leur sein une réflexion collective, approfondie et prospective sur la mise en œuvre des recommandations en question, ce qui aura pour incidence le renforcement du statut de grande chancellerie en tant qu'institution de promotion des valeurs sociales et l'amélioration de leur visibilité. Sont également à Cotonou les acteurs publics, privés, techniques et institutionnels d'Afrique pour parler cybersécurité. Le Cyber Africa Forum s'est ouvert mardi dernier sous le sceau de la résilience contre les attaques cybernétiques actuelles et futures. Cette 5e édition se veut un dialogue à la base d'actions concrètes pour relever le gap entre le continent noir et les autres régions du monde en matière de souveraineté numérique. On fait le point. Paris gagné pour l'équipe d'organisation du Cyber Africa Forum. Cette 5e édition a été voulue meilleure à toutes les précédentes. La mobilisation des acteurs étatiques et privés en donne la preuve avec la présence de l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Bénin, du ministre ivoirien de la transition numérique ainsi que de son homologue du Congo en charge de l'économie numérique. Accueillir le Cyber Africa Forum à Cotonou est un moment fort donc pour nous, pour le Bénin, pour co-construire avec ces partenaires que vous êtes un avenir numérique plus sûr, plus éthique, plus inclusif. La résilience en matière de cybersécurité dans une Afrique dont la quasi-totalité des données se trouve à l'étranger occupe les esprits à ce rendez-vous. Nous sommes constamment soumis à des menaces, à des attaques cybernétiques et nous devons systématiquement nous organiser, anticiper, former nos équipes pour être en capacité d'affronter en tout cas ces événements auxquels nous faisons face de plus en plus. Il s'agira dans des événements comme ça ou à différents niveaux dans tous les pays de sensibiliser les décideurs pour qu'ils soient conscients de l'importance, n'est-ce pas, de mettre l'accent et les moyens, donc on a dit techniques et financiers, dans l'optique d'obtenir de la résilience quand les projets sont mis en œuvre. La volonté politique du Bénin, suivie de ces investissements remarquables dans le numérique, motive la tenue de cette rencontre continentale de la cybersécurité à Cotonou. Le Bénin, depuis la première édition du Cyber Africa Forum, a toujours participé. Il y avait cette volonté. Ensuite, il fallait qu'on puisse trouver les façons pratiques et logistiques de les mettre en place. Le Bénin est un pays qui, depuis une dizaine d'années, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pris des mesures importantes pour investir dans le numérique et pour en faire un levier de développement. Et donc, ces mesures, pour nous, allaient dans la vision de ce qu'on essaye humblement de porter. Cette ambition est bien de rallier tous les pays d'Afrique à cette initiative. Comme dans plusieurs autres départements, Conrad Baguidi et sa délégation sont allés lancer la première session extraordinaire du CES départemental de la Libourie. C'était pour eux le lieu d'expliquer aux populations les tenants et les aboutissants de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. On retrouve Figila Hodéon. Le département de la Libourie est la 11e étape de la tournée nationale entreprise par le président du CES au lendemain du séminaire tripartite gouvernement, Assemblée nationale et Conseil économique et social initié par le chef de l'État. Le Conseil économique et social n'est pas venu ici pour observer. Nous sommes là pour agir avec vous. Notre séminaire tripartite récent, que le coordonnateur vient de rappeler, l'a si bien dit, haut et fort. Le temps des bureaux est passé, l'heure est à l'écoute.
L'heure est à l'action. Conrad Baguidi fixe donc le cap au moment de lancer les travaux de la première session extraordinaire du Conseil économique et social départemental de la Liborie. Une session consacrée à l'explication du décret sur la sauvegarde des aires culturelles et de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Une nouvelle loi de la République qui est conçue pour être plus fort, pour protéger nos racines, pour recréer nos racines, pour faire en sorte que l'étranger, quand il vient à Cotonou, il pense à la Liborie. Parce que dans la Liborie, il y a des valeurs fortes de notre culture, de nos traditions. Le décret sur la sauvegarde des aires culturelles est un décret essentiel qui dit que vous, dans les territoires, chefs traditionnels, notables, nos sages, vous devenez les gardiens des us et coutumes. C'est cela dont nous allons parler ce matin à l'ouverture de la première session extraordinaire du Conseil économique et social du département de la Liborie. Je veux compter sur vous pour que réussissent les travaux. Les participants auront par ailleurs l'occasion de prendre connaissance du programme indicatif des sessions départementales de l'année 2025 et de s'approprier les textes législatifs et réglementaires encadrant le fonctionnement du Conseil économique et social. D'une tournée à une autre dans le département de Mono, le préfet a entamé cette semaine la première phase de sa tournée statutaire au titre de l'année 2025. La thématique phare de cette tournée reste la mobilisation des ressources propres aux communes. Et pour la première journée, l'autorité préfectorale a sillonné les communes d'Atiémé et de Lokossa. Nassi Salosé pour les précisions. Devant la délégation préfectorale et une assistance constituée d'élus locaux et des populations de Lokossa, le secrétaire exécutif planche sur une thématique qui est au cœur des préoccupations ici dans le département du Mono, la mobilisation des ressources propres aux communes. Cette année, nous avons mené un combat rude. Et les résultats affichent un progrès comparativement à l'année dernière. La commune a mobilisé plus du double des ressources de l'année dernière en cette même période. Je voudrais saluer tout le secrétariat exécutif pour l'effort qui est fait. Je voudrais vous dire mon soulagement et ma satisfaction. Parce que ce n'était pas gagné d'avance. Mais nous pouvons faire mieux. Je sais qu'on peut faire mieux, mais c'est déjà un bon début à travers les différents mécanismes, les différentes conventions, les différents creusets de concertation. C'est un bon début. Quelques heures avant Lokossa, Bienvenu Milon et sa délégation étaient à Atiémé. La mairie d'Atiémé. Ici aussi, la mobilisation des ressources affiche une tendance haussière. Des motifs d'espoir pour la réforme du secteur de la décentralisation dans un département où le préfet a décidé de passer 2 fois par an dans chaque commune pour vérifier la gestion de l'administration à la base. Si nous devions entendre la fin de l'année pour une seule tournée, il est évident que certaines difficultés ne trouveront pas solution. J'estime qu'avec l'allure que nous observons, si nous intégrons les recommandations qui ont été faites à ces 2 étapes et que les secrétariats exécutifs, accompagnés des organes politiques de ces communes, s'activent davantage, il n'y a pas de raison que nos communes ne puissent pas s'illustrer positivement en fin d'année. Les 4 autres communes du département, Bopa, Kome, Grand Popo et Khoyogbe, suivent dans l'agenda de cette tournée. Et voilà, ce sera tout, Eric, pour cette session d'information. Merci à vous, Ingrid Day, pour ce bulletin d'information. Dans la suite d'Actu Matin, je serai avec M. Joseph Harissou. Il est le directeur des transports terrestres et aériens. Avec lui, nous allons évoquer justement ces cas d'accidents que nous enregistrons sur nos axes routiers. Je dirais cette recrudescence des cas d'accidents qui soulève la question sur la sécurité routière, de la vigilance des conducteurs et du respect du code de la route. Eh bien, quelles actions concrètes mènent les autorités actuellement pour renforcer la sécurité routière? Nous allons en parler dans un instant. Je serai aussi avec le secrétaire général adjoint du parti Le Libéral. Eh bien, on se pose des questions poursuivies pour faits de corruption et blanchiment de capitaux. Richard Bonioro, fondateur du parti Le Libéral, fait face à la justice depuis le début de cette affaire. Où en sommes-nous exactement et que devient le parti Le Libéral sans son président? Nous allons poser la question à son secrétaire général adjoint. Mais avant,
On va marquer une pause, suivre la météo. Bienvenue à votre émission, ce qu'il fallait démontrer. Journaliste Carlos Soké, bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les signés, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui. Et on n'avait pas ça par le passé. Donc, on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui et qui ont quand même quelque chose à faire valoir. Actu Matin se poursuit avec la page sport. Je suis avec Candide Ronrinto. Candide, bonjour. Bonjour. On commence ce matin par le championnat national scolaire 2025. Ce mercredi, c'était la 4e journée de compétition à Aplahoui. Oui, et pour le point de cette 4e journée de compétition à Aplahoui, on va s'intéresser seulement à 2 disciplines. Au niveau du football, les finalistes sont connus. Les demi-finales du tournoi de football du championnat national scolaire 2025 disputé ce mercredi à Aplahoui ont tenu toutes leurs promesses. Chez les filles, le CE1 Basila a décroché son billet pour la finale en venant à bout du CE2 Kandi sur la plus petite des marques. Dès la 3e minute, Faidat Abdou a inscrit l'unique but de la rencontre suffisant pour propulser son équipe en finale. Dans l'autre demi-finale, le duel entre le lycée Mathieu Bouquet et le CG Toviklin a été haletant. Après donc un score de 2 buts partout à la fin du temps réglementaire, la décision s'est faite lors de la séance fatidique des tirs au but avec une victoire de 3 tirs réussis contre 2 pour le CG Toviklin. La finale
chez les filles va donc opposer le CG1 Basila au CG Torviklin. Chez les garçons, la première demi-finale a vu le CGZ s'imposer face au CG Malanville grâce à un but précoce inscrit à la 10e minute de jeu. Une avance que l'équipe du département de l'Atlantique a su préserver jusqu'au coup de sifflet final. De son côté, le CG1 Basila a signé une performance solide contre le CG Natitengo en s'imposant par le même score final. Garçon qui va donc opposer l'équipe du CGZ à celle du CG1 Basila. Au niveau du basketball 3 contre 3, le CG3 Djougou chez les garçons et le CG2 d'Assazuma chez les filles sont sacrés champions. Le basketball 3 contre 3 qui fait donc son entrée officielle au championnat national scolaire à l'occasion de cette 5e édition à Plahoui. Une première qui a tenu toutes ses promesses. Et pour la finale chez les filles, le CG2 d'Assa s'est imposé par un score bien entendu de 4-2. L'équipe venue des collines décroche ainsi le titre de championne nationale dans cette nouvelle formule de jeu de basketball au sein du championnat national scolaire. Pour la finale garçon du côté donc de jeunes garçons, le CG3 Djougou a remporté une finale très disputée face au CG Tokwa demain en s'imposant par un score étriqué de 5-4 après une rencontre très intense et bien entendu qui a été âprement disputée entre les deux équipes. Ce jeudi, le championnat se poursuit avec à la clé plusieurs rencontres à suivre. On va revenir par ici demain faire le point. On s'intéresse à présent aux sélections béninoises juniors et seniors, dames qui sont en stage au Maroc. Les Amazones ont été battues ce mercredi en amical international. Oui, déculotté pour les Amazones seniors face à leurs homologues Black Queens du Ghana ce mercredi dans le cadre de cette rencontre amicale internationale qui pour les Amazones est l'une des deux prévues pour la sélection senior dames dans le cadre de la préparation du second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Mais pour les Ghanéennes, cette rencontre est le deuxième match test dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations féminines seniors 2024 qui va se jouer bien entendu dans quelques jours en terre marocaine. À l'arrivée, Noélie Abamo et ses coéquipiers se sont inclinés sur un score de 2 contre 4 et ce malgré le doublé de Haute Bédissi, l'internationale béninoise qui évolue du côté du RC Lens en France et qui va évoluer à partir de la saison 2025-2026 en première division féminine. En France, après ce match, les Amazones seniors vont affronter l'Afrique du Sud dimanche prochain pour leur deuxième match amical en terre marocaine courant ce stage international dont elles bénéficient grâce au ministère des Sports et à la Fédération béninoise du football dans le cadre des préparatifs du second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2026. À noter que l'Afrique du Sud est l'équipe championne d'Afrique en titre et donc c'est l'équipe tenante du titre en matière de Coupe d'Afrique des Nations. Il faut rappeler que ce ne sont pas que les Amazones seniors qui sont actuellement en stage en terre marocaine. Il y a aussi les U20 qui accompagnent la délégation béninoise et de leur côté, elles seront face à leurs homologues du Maroc. Les Marocaines U20 donc seront l'adversaire des Amazones U20 dans le cadre de ce stage où elles préparent le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. Pendant ce temps, les jeunes du Centre d'excellence de football de Mesrete, mis en place par la Fédération béninoise de football, vous l'avez vu l'image tout à l'heure, sont en direction de Punta Cana pour un tournoi international. Ils sont au total 19 jeunes talents béninois à s'envoler pour ce tournoi international, une première dans l'histoire, et ils vont défendre les couleurs du Bénin à cette compétition internationale organisée par MIC Football à Punta Cana. Et l'ambition est claire pour les jeunes joueurs, se faire remarquer au cours de la compétition en faisant de bonnes prestations et en inscrivant le nom du Bénin en lettres d'or au thème donc du tournoi. Suivez ici un extrait de l'un des jeunes sélectionnés pour cette compétition et de l'encadreur de cette sélection, Rachad Titou.
Vraiment content, c'est pour la première fois que nous participons à un tournoi international, mes coéquipiers et moi, et nous permettons vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes pour ramener le trophée à la maison. C'est une première dans l'histoire du football au Bénin et particulièrement je remercie les autorités de la Fédération béninoise de football à travers son président et le ministère des Sports. Et je pense que c'est une aubaine pour les enfants parce qu'il y a plus d'un an et demi, voire 2 ans que nous travaillons avec ces enfants. Ils sont 24 au total, mais pour le voyage, on en a retenu 19 vu l'organisation en République dominicaine. Donc ils sont 19 enfants à participer à ce tournoi qui va se dérouler à Punta Cana. Il y a un championnat en U15 qui se joue déjà. Et nous avons fini la première phase. De notre groupe, nous sommes premiers et la phase nationale va se jouer à partir du mois de juillet, c'est-à-dire le 16 à Abomey. Donc aussitôt revenus de Punta Cana, ils seront encore en compétition ici. Donc ce championnat a permis aux enfants de s'aguerrir. Ils travaillent du lundi à vendredi. Donc ils ont de la matière dans les jambes. Nous y allons pour hisser haut le drapeau du Bénin pour que déjà les gens commencent à comprendre que le développement du football se fait déjà à la base au Bénin. Et c'est justement un des aspects qui a été longtemps négligé au Bénin, le développement du football à la base, une chose qui est désormais prise au sérieux par le gouvernement du Bénin à travers son ministère des Sports, en collaboration avec la Fédération béninoise de football. Les jeunes donc du centre de football d'excellence de Misrété qui sont donc en direction de Punta Cana, bien entendu en République dominicaine pour un tournoi international des jeunes, une première jamais arrivée dans l'histoire pour ces jeunes, les 19 sélectionnés pour aller défendre les couleurs nationales. Et leur objectif est bien précis, Eric, défendre vaillamment les couleurs nationales en terre dominicaine. Il faut vraiment travailler sur la pépinière. Nous avons maintenant les moins de 15 ans, les U20. Oui, on a pratiquement toutes les catégories au Bénin aujourd'hui, les moins de 15 ans, les moins de 17 ans, les moins de 20 ans, les U23 et même les seniors, toutes les catégories. Jusqu'à l'équipe nationale. Oui, jusqu'à l'équipe nationale. Toutes les catégories d'âge aujourd'hui sont en train d'être développées parce que vous n'êtes pas sans savoir que... On remarque qu'ils sont aussi tous en compétition. Oui, tous en compétition. C'est pas qu'on forme pour les laisser là. On leur offre l'occasion d'aller se mesurer à des adversaires des autres pays, à l'étranger, pour déjà évaluer le niveau d'évolution de leur travail et après voir un temps soit peu les trucs qui restent à corriger et prendre aussi sur le modèle des autres pays à l'extérieur. On a longtemps négligé cet aspect de formation de jeunes talents à la base. On l'a longtemps négligé au Bénin, ce qui est désormais pris au sérieux parce que quand vous regardez il y a 5-10 ans en arrière, dans nos différentes sélections nationales, on n'avait pas pratiquement des joueurs qu'on a eu à former nous-mêmes au Bénin. Ce sont des joueurs, bon, quelques-uns qu'on prend sur le tas au plan local et après les quelques-uns qui viennent de l'extérieur, de l'extérieur qui sont d'origine béninoise et qui viennent de l'extérieur. Mais aujourd'hui, c'est en train d'être corrigé, le tir est en train d'être corrigé. On forme dans pratiquement toutes les catégories d'âge pour quand même étoffer toutes nos sélections, que ce soit la catégorie U15, la catégorie U17, la catégorie U20, la catégorie U23 et même chez les seniors, on a des produits qui sont en train d'être formés pour quand même un lendemain meilleur du sport en général et du football en particulier à l'international. Et je pense que c'est une initiative bien louable et qu'il faudra encore pérenniser, il faudra encore offrir plus de compétitions à ces jeunes talents-là qui sont en train d'être formés. Vous n'êtes pas sans savoir, on l'a évoqué un peu plus tôt, le regroupement, sinon ce stage dont bénéficient les sélections juniors et seniors dames en terre marocaine. C'est bien rare au Bénin pour les sélections féminines d'obtenir un stage à l'extérieur, hors compétition. On n'a pas forcément une compétition toute proche. Ce à quoi on a été habitué, c'est de préparer une compétition à une semaine ou à la limite 2 semaines d'une compétition. Mais cette fois-ci, on a les Amazones seniors qui vont jouer le Nigeria jusqu'en octobre prochain et les U20 qui vont jouer leurs homologues de la Guinée jusqu'au mois de septembre prochain. Et déjà,
au mois de juin maintenant, on leur offre un stage en terre marocaine contre des adversaires pas des moindres. Hein. Quand vous prenez par exemple le cas des Amazones Seniors qui ont joué hier, le Ghana qui est en passe de disputer l'édition 2024 de la Coupe d'Afrique des Nations dans quelques jours en terre marocaine et qui a disputé il y a quelques jours un match amical contre le Kenya et hier face aux Béninoises. Et après ce match amical, les Amazones vont se mesurer aux champions d'Afrique en titre, les Sud-Africaines qui sont tenantes du titre. Un stage qui leur permet de travailler un tant soit peu la cohésion du groupe, de revoir, parce qu'il y a 2 nouvelles têtes qui ont rejoint l'effectif, de revoir un tant soit peu où on en est en termes d'évolution, en termes de performance, en termes de potentiel dans le groupe et travailler les choses. Et pourquoi pas, s'il faut libérer certaines et appeler de nouvelles têtes pour quand même venir étoffer l'effectif avant les grandes batailles qui s'annoncent devant les différentes sélections. Je pense que il faut remercier le ministère des Sports et on ne va jamais arrêter de demander de leur offrir encore davantage de stages et de compétitions. Justement, on encourage le ministère justement à faire ce travail, mais on voudrait bien aussi que le ministère intensifie une pareille politique dans les autres disciplines. On voudrait aussi avoir les jeunes dans la pétanque, les jeunes dans d'autres disciplines. Justement, oui, je pense que le football est roi et c'est pas une raison non plus. C'est pas une raison non plus. J'ai pas fini. C'est pas une raison non plus parce que aujourd'hui il y a une politique qui est mise en place où on a commencé par former déjà les encadreurs, ceux-là qui vont former les jeunes talents sur le terrain. Et au niveau de presque toutes les fédérations, aujourd'hui, le ministère est en train d'organiser des formations à l'endroit de ces encadreurs-là en collaboration avec les instances faîtières, il faut le souligner, avec les instances faîtières. On l'a vu en natation, on l'a vu en aviron, on l'a vu au volleyball, on l'a vu en lutte africaine, dans pratiquement toutes les disciplines aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. De former les encadreurs pour quand même étoffer, pour quand même avoir une formation adéquate à l'endroit des jeunes talents, parce que la formation des jeunes talents est devenue une priorité aujourd'hui pour le gouvernement et on va juste leur demander de ne pas baisser les bras, de toujours continuer à pousser, de toujours continuer, ne pas miser que sur le football. Il y a aussi les autres sélections qui sont là et qui, à l'international, nous ramènent pas mal de médailles. Voilà qui est bien. Candidat aux États-Unis, l'édition 2025 de la Coupe du Monde des clubs se poursuit. La 3e journée de la phase des groupes va connaître son épilogue ce jeudi. Oui, bien avant la clôture, on a assisté à 4 différents matchs hier, toujours dans le cadre de cette 3e journée de la phase des groupes. L'équipe du Borussia Dortmund s'est imposée par un score d'1-0 à celle de Holstein. Nul et vierge entre l'équipe de Mamelodi Sundowns et l'équipe de Fluminense. Victoire 4-0 pour l'équipe du CF Monterrey devant l'équipe de Urawa. Et puis victoire 2-0 pour l'équipe de l'Inter Milan devant son homologue de River Plate. Après ces différents matchs, on va assister à 4 différents matchs ce jeudi. C'est du jeudi justement au petit matin du vendredi, de demain vendredi. Déjà ce jeudi à partir de 20h, l'équipe de la Vieille Dame sera face à son homologue de Manchester City. Au même moment, Wydad AC de Casablanca, déjà éliminé de la compétition après 2 défaites consécutives, sera face à celle de Al Ain qui est aussi sur la porte de sortie. Et puis à 2h du matin, Al Hilal de l'Arabie Saoudite va en découdre avec Pachuca. Et puis l'un des duels qui va attirer les attentions ce jeudi, du jeudi au petit matin de ce vendredi, c'est la rencontre qui va opposer le RB Salzbourg à l'équipe du Real Madrid qui, après son nul d'entrée en compétition, a enregistré une victoire lors de sa 2e sortie dans la compétition face à l'équipe de Pachuca. Le RB Salzbourg qui est en quête d'une victoire pour pouvoir mieux se positionner dans la compétition et pourquoi pas finir la phase des groupes sur une belle note. Au niveau de la discipline de la balle orange, la fédération béninoise de basketball a publié il y a quelques jours la liste des athlètes sélectionnés pour la FIBA 3x3 Women's Série Bucarest, un tournoi international qui va se dérouler en Roumanie du 11 au 13 juillet 2025 et c'est le quatuor dames composé de Christelle Wessou d'Énergie BBC, Véronique Keita qui évolue à Clipper à Kigali au Rwanda, Makalita Oseni qui évolue en France et Precious Chukwuaka qui évolue du côté de Cavalier BBC
à Paracourt qui est attendu à Paris du 2 au 10 juillet 2025 pour déjà un regroupement pré-compétition. En France, elles vont prendre part à l'Open de Saint-Denis organisé par Truil Paris qui aura lieu du 5 au 6 juillet à la Basilique Saint-Denis avec 2000 € en prize money. Un tournoi qui leur servira donc de plateau d'évaluation pour l'échéance en vue. La FIBA 3 contre 3 Women's Série Bucarest qui va se dérouler du 11 au 13 juillet 2025. La 13e journée de la Ligue professionnelle de volleyball du Bénin s'est déroulée le week-end écoulé et après homologation des résultats, on note fortunes diverses pour les différentes équipes. Oui, déjà commençons par la 13e journée au niveau des hommes de l'équipe de Jiba Omnisport 7 incliné 0-7 contre 3 devant Dynamique VBC 18-25, 9-25 et 20-25. 3-7-0 pour la victoire de l'Est Police républicaine devant l'équipe de Dynamique et VBC pour sa deuxième sortie. 25-19, 25-19 et 25-23. Même score pour la victoire de Alada Olympique devant l'équipe de l'USCK. 25-22, 25-13 et 25-12. 3-7-0 également pour la victoire de l'équipe de la JSPA devant l'équipe de Vessos. 25-21, 25-20 et puis 25-22. Même score pour la victoire d'Alada Olympique devant l'équipe de l'USCK dimanche. 25-22, 25-13, 25-12 et puis 3-7-1 pour la victoire de All Star devant l'équipe de MSC. 25-19, 29-27 pardon. 19-25 et puis 27-25. Allez, on va s'arrêter ici ce matin. Merci à vous, Candide, pour toutes ces informations sportives. On se retrouve demain pour le dernier jour de la semaine en matière de sport. Oui, ce sera le dernier jour. Matin se poursuit, on va suivre cette transition et retrouver notre invité, le directeur des transports terrestres et aériens. Les routes du Bénin ont connu une forte hausse d'accidents. Cette recrudescence des accidents soulève la question de la sécurité routière, de la vigilance des conducteurs et du respect du code de la route. Recrudescence des accidents de la circulation au Bénin. Quelle solution durable pour renforcer la sécurité routière? Pour en parler, je suis avec M. Joseph Harissou. Il est le directeur des transports terrestres et puis aériens. M. Joseph Harissou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin.
Merci à vous de me recevoir également. Parfait. Alors, que révèlent les statistiques, justement, les plus récentes sur les accidents de la circulation au Bénin? Les statistiques en sécurité routière se mesurent sur 10 ans. On va dire que sur les 10 dernières années, les statistiques d'accidents sont allées un peu en dents de scie. Évidemment, c'est une tendance haussière depuis 2013 jusqu'à 2023, 2024, et on pense que ça va maintenir naturellement. Évidemment, ça ne pourrait pas être autrement jusqu'à ce que les véhicules autonomes et les routes intelligentes soient mises en place. Donc, on va dire que nous sommes pour 100 000 habitants vers les années 2014-2015 à 6,7 jusqu'en 2023 à 7,8. Donc, il y a cette tendance est maintenue. Mais à contrario, il faut dire que sur cette tendance haussière, il n'y a que la gravité des accidents et le nombre de tués a baissé. Et donc, dans la tendance haussière des accidents, il y a eu quand même de bonnes nouvelles, que le nombre de tués, la gravité des accidents a baissé. Quand on regarde également sur les 12 départements, les départements du sud, le littoral, l'Atlantique, l'Ouémé, un peu le Zou, connaissent le plus d'accidents. C'est ça. A contrario également, les autres départements où il n'y a pas d'accidents, les accidents sont graves et il y a plus de tués. Et c'est comme l'avion, hein. Ils font rarement d'accidents, mais quand il fait d'accidents, il y a beaucoup de tués. Et donc, on peut dire que oui, voilà un peu les statistiques. On peut creuser, mais globalement, c'est ce qu'on peut retenir. En tout cas, selon nos confrères de BIP Radio, ça je prends un exemple le plus éloquent. La journée du mardi, rien que la journée du mardi 24 juin 2025 a été particulièrement mouvementée sur les routes. 26 cas d'accidents recensés à travers tout le pays en l'espace d'une journée. Les secours ont mené au total 40 interventions, incluant d'autres types d'urgences. Est-ce qu'à la lumière de ce chiffre d'une journée, on peut parler d'une crise sur la sécurité routière? Oui et non. Oui et non, on ne regarde pas une journée, on regarde sur une période. C'est ça. Permanemment, nous sommes en crise quand il s'agit de sécurité routière, parce que personne ne souhaite les accidents. C'est ça. Et personne ne souhaite les tuer dans les accidents, encore moins des blessés. Mais non, parce que c'est pas parce que je vais faire juste analogie. Hein. Vous avez votre maison, vous dites si je badigeonne ma maison, les voleurs vont venir me voler. Non, c'est pas parce que nous avons des infrastructures, des équipements modernes, on a près de 2000 km de route. C'est pas parce que quand on quitte Cotonou pour aller à Parakou aujourd'hui, on peut aller à 3h30, 4h, que nous allons dire non, nous n'allons pas faire les routes. C'est ça. Nous n'avons pas fait de l'asphaltage dans nos routes. Et donc, cette modernisation, effectivement, a entraîné une recrudescence des accidents. C'est un élément de facteur. C'est des facteurs. Ok, d'accord. La modernité des infrastructures pousse les usagers à aller beaucoup plus vite. Les tapis qu'on met permettent aux gens d'aller plus vite. Il est possible de rouler à vive allure aujourd'hui sur nos routes. Et donc, il n'y a pas crise parce qu'on peut inverser la tendance. Il suffit que tous ceux-là prennent conscience qu'il vaut mieux aller plus sûr. L'objectif que le gouvernement poursuit en modernisant les routes, ce n'est pas pour que les gens se tuent, mais c'est plutôt pour réduire le coût d'exploitation des véhicules. Pour que vous alliez d'un point à l'autre sans être fatigué, que vous alliez d'un point à l'autre sans dépenser suffisamment sur votre véhicule, la réparation des véhicules, que vous gagnez du temps à faire autre chose. Tout ceci compatit un peu à l'accroissement du PIB, donc de l'économie nationale. Et donc, on ne va pas dire qu'il y a crise, parce qu'on peut
on peut inverser la tendance. On peut inverser la tendance. Alors aujourd'hui, quelles sont les actions concrètes que mènent les autorités actuellement pour renforcer la sécurité routière? Pour assurer la sécurité routière. Parce que, avouons-le, dans ces cas d'accident, nous perdons des vies, malheureusement. Nous perdons des vies, malheureusement. Nous avons des blessés. C'est ça. Nous avons de la vulnérabilité que ça crée. Nous avons même de la misère. On ne va pas parler de la pauvreté. La pauvreté étant la richesse des peuples. On va dire de la misère. Et donc, il y a la sensibilisation. Il y a la sensibilisation sur... Il y a le fait qu'on a mis quand même sur les carrefours plus de feux de réglementation. Mais il suffit de les respecter. Il n'y a que la vitesse qui est le facteur le plus aggravant pour les accidents. L'excès de vitesse est aujourd'hui, tout le monde le sait, est sanctionné. Et ce qui est une bonne chose. Il n'y a que sur nos corridors, la patrouille est systématique. Et si je dis que le nombre de tués et le nombre de blessés graves a régressé, c'est parce que aussi aujourd'hui il y a quand même une mobilité plus rapide à prendre en charge certainement les blessés. Je le dis comme ça. Alors sur l'ensemble de ces actions, est-ce qu'il ne faut pas encore évaluer afin de voir véritablement leur impact? Quand je prends les contrôles de vitesse sur nos axes routiers, on a le sentiment avec les usagers qu'une fois contrôlés et qu'ils paient ce qu'il faut payer, on reprend encore avec le même comportement. Mais je peux vous dire, puisque moi-même je suis un usager, quand vous avez votre conducteur au volant, tantôt il accélère, mais il baisse parce qu'il sent pas. Mais il faut dire quand vous roulez, vous voyez qu'il y a des phares, il y a des avertissements, des autres qui viennent en face. On se passe les messages. Et donc, il y a quand même une petite peur pour ne pas accélérer. C'est déjà quelque chose. C'est important. Donc, le contrôle, la sanction, vraiment aide à réduire. Mais nous ferons davantage. Il est prévu de faire davantage. En termes de sanctions? Pas de sanctions. Pour un peu baisser les excès de vitesse sur les transports en commun, réglementer la pose de réducteurs de vitesse sur les bus en particulier. Et donc, sur les gros porteurs. Et donc, ceci va être réglementé. C'est notre rôle. Et sur les gros porteurs, poser plus de réflecteurs. Les réflecteurs sont ces dispositifs qui permettent de voir un gros porteur qui évolue dans la pénombre. Voilà. Et c'est déjà des actions fortes qui vont être. Voilà. Mais également, il faut dire que ce qui est sanctionné, dont on ne parle pas beaucoup, c'est les dommages aux équipements publics. La dégradation de la chaussée, des glissières, des luminaires. C'est des choses qui sont sanctionnées quand on arrive à appréhender ceux qui détruisent ces équipements publics. Alors, monsieur le directeur, en tout cas, il faut aussi compter sur l'apport des citoyens. Comment inciter alors les conducteurs à adopter un comportement responsable sur la route? Alors, plusieurs actions. Parce que le comportement dans un phénomène d'accident compte pour 80-90%. 10%. Oui. La route peut, l'automobile peut. C'est le comportement. Le téléphone au volant, l'excès de vitesse, la fatigue, quand bien même on est fatigué, on continue quand même, on accélère. L'ivresse au volant. On se convainc qu'on va y arriver. On va y arriver, sont les facteurs les plus déterminants. Le non-respect du code de la route, le plus simple, et c'est à Cotonou qu'on voit ça le plus souvent. Vous voyez les feux tricolores, les motos pensent qu'ils ne peuvent pas s'arrêter aux feux tricolores. Les feux rouges, pour parler terre à terre, les feux rouges, puisque c'est le rouge qu'on connaît. Et donc, ils passent très vite, sans faire attention, et les chocs sont violents. Parce que quand celui qui a le feu vert pour passer, pour lui, il faut qu'il peut rouler, mais l'autre qui brûle le feu vient à vive allure, et les chocs sont souvent violents. Vous assistez souvent à ça. C'est ça qui explique un peu
la plupart des accidents de 2 roues à Cotonou. Oui. On va finir avec une dernière question. Qu'est-ce qu'il en est du transport de l'essence frelatée dans notre pays? Est-ce que c'est autorisé? Comment on gère ces cas? Parce que généralement, ça occasionne aussi des accidents et malheureusement des décès. Oui. L'importation dans la zone CEDEAO de produits qui malheureusement engendrent des accidents, qui engendrent des morts d'hommes, est prohibée. Mais ce n'est pas l'essence ou le gasoil en lui-même qui est prohibé du point de vue, bien que je ne sois pas la personne la plus indiquée pour en parler, c'est la douane. Ce que je sais du code douanier de la CEDEAO, ces produits-là sont soumis à restriction. Ce qui nous concerne, c'est les conditions de transport. Il est interdit de transporter des produits pétroliers qui sont des produits dangereux en vrac. Or, la plupart des accidents sont causés par des produits qu'on transportait en vrac. Et donc, je peux dire que ces produits-là sont interdits dans cette forme de transport. Comme vous le savez, quand vous voyez ceux qui servent les stations, c'est dans des camions citernes. Encore que ces camions citernes, et ça c'est pour tout le monde, doivent être codifiés. Quand je suis derrière un camion de gasoil, je dois avoir l'indication 1203 pour savoir que c'est du gasoil qui évolue permettre devant à moi. l'usager qui est dans une autre voiture de savoir, Doit savoir ce qu'il est devant lui. Quand je suis dans un véhicule derrière un camion qui marque 1202, je dois savoir que c'est de l'essence. Et donc, mon comportement vis-à-vis du liquide inflammable qui est devant moi diffère de ce qui est devant moi. Est-ce que vous voyez? Mais pour tout le monde, le code de la route est impératif. Merci. Merci à vous, M. Joseph Arissou. Je rappelle que vous êtes le directeur des transports terrestres et aériens. Vous avez un dernier message à l'endroit de nos usagers? Oui, j'aurais aimé que mon passage sur votre chaîne permette quand même plus de respect du code de la route, notamment les feux tricolores et le contrôle du dépassement sur nos routes. Parce que sur les grandes routes, la cause des accidents, c'est les dépassements défectueux. Vous m'expliquez, vous me permettez en une minute de dire que quand vous voyez sur nos routes tracées des traits continus, on ne dépasse pas. Dans tous les cas, même si vous êtes seul, vous ne devez pas franchir les traits continus. Quand les traits sont discontinus, vous pouvez, mais en vous assurant l'arrière et le devant. Ce sont donc ces dépassements défectueux qui sont effectués par les conducteurs de gros porteurs et de bus qui engendrent malheureusement des accidents graves que nous connaissons sur nos routes. Encore que sur nos routes, et ça également c'est le dernier, mais ça il y en a tellement, c'est les 2 roues qui circulent sur de longues distances. Vous verrez nos concitoyens qui prennent des motos pour aller de Cotonou à Boycon. Et même qui tentent d'aller à Dassa. Il y en a qui tentent même d'aller à Paraguay. C'est ça. C'est pas possible. C'est pas possible. L'attention humaine ne peut pas permettre d'aller jusque là-bas. Et donc, nous allons donc en appeler à la conscience de chacun pour éviter ces choses. Rien ne presse. Surtout, on n'est pas pressé pour mourir. Merci. Merci à vous pour ces messages. J'espère vivement que cela soit véritablement entendu. Les questions de sauver la vie de nos usagers sur nos axes routiers. Merci à vous, M. Joseph Arissou. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci beaucoup. Actu Matin se poursuit. On va marquer une pause.
Retour sur le plateau d'Actu Matin, poursuivi pour corruption et blanchiment de capitaux. Richard Boniworou, fondateur du parti Le Libéral, fait face à la justice. Depuis le début de cette affaire, où en sommes-nous et que devient le parti Le Libéral sans son président? Quel avenir pour un parti politique sans son fondateur? Eh bien, je suis avec le secrétaire général adjoint du parti Le Libéral, Semevo Mondesi Amadidier. Monsieur Semevo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Alors dites-nous où en est la procédure judiciaire à ce jour? Merci. Je voudrais vous dire que la procédure judiciaire suit toujours son cours puisque le dossier est en instruction. Nous ne pouvons pas opiner là-dessus tant que l'administration judiciaire n'a pas dit son dernier mot. Il y a toujours la présomption d'innocence de Richard Boniworou. Donc on suit avec beaucoup d'attention ce dossier. Et beaucoup d'intérêt. Et comment cette affaire est-elle perçue par l'opinion publique selon vous et la classe politique? Bon, selon la classe politique, c'est que le président Patrice Talon a mis en place un véritable système de lutte contre la corruption. Et il faut l'applaudir, il faut le remercier pour ce travail qu'il fait. Et pour d'autres, c'est que le Parti libéral aurait obtenu son récépissé par la corruption, ce qui est catégoriquement faux, parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, il ne nous a jamais été notifié que notre récépissé nous a été retiré. Donc le Parti libéral continue d'exister et puis de faire ses activités. Et quel a été l'impact direct de cette affaire sur le fonctionnement du parti? C'est quand même un choc. C'est un coup que nous avons reçu, mais cela n'a pas émoussé les ardeurs des différents membres, des différentes commissions du parti, du bureau national, parce que la personne du parti ne se résume pas uniquement à Richard Boniworou. Il y a des organes consultatifs du parti, il y a les délégués départementaux, il y a les délégués communaux, il y a les responsables à divers niveaux du parti. Donc, même l'arrestation de Richard Boniworou n'arrête pas le fonctionnement du parti. Le parti continue de fonctionner avec les activités au niveau des différents organes du parti. Alors, comme quoi, le parti dispose d'une direction intérimaire pour la suite des activités? Bon, je ne dirais pas une direction intérimaire. Il y a toujours une direction. Et tout ce qui se fait au sein du parti, c'est cette direction qui donne les directives. C'est ce qui a été toujours fait, même avant l'arrestation de Richard Boniworou. Donc, le parti ne s'arrête pas. On n'a pas besoin d'un bureau intérimaire pour continuer parce que nous avons déjà un bureau. Alors, les militants du parti restent-ils toujours engagés et mobilisés malgré l'absence du président? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que pour beaucoup, ils ont eu peur au départ, mais je peux vous rassurer que les militants continuent d'adhérer non seulement au parti, mais de soutenir les actions du parti Le Libéral. Alors, le libéral peut-il se réinventer sans son leader? En tout cas, c'est aussi une question qui se pose au niveau de l'opinion. Le libéral n'est pas à réinventer. Le libéral existe et continue d'exister. Même sans Richard Boniworou, qui d'ailleurs, selon les objectifs du parti, ce n'est pas forcément sa personne qui doit faire fonctionner le parti. Richard Boniworou accompagne et soutient le parti. Même en son absence, le parti va continuer d'exister et continuer par travailler à l'atteinte des objectifs. Alors aujourd'hui, en termes de crédibilité auprès des électeurs, quel est l'effet de cette affaire? Bon, je dirais que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup ont pris ça comme un coup, mais ce n'était pas en réalité un coup. Cela a permis de réorganiser les choses au sein de notre parti et de renforcer notre présence sur le terrain. Parce que pour beaucoup, ils pensaient que l'arrestation de Richard Boniworou allait arrêter le fonctionnement du parti, ce qui n'a pas été le cas parce que nous avons continué par mobiliser les gens à l'avantage du parti. Nous avons continué par faire des actions de mobilisation, de sensibilisation pour le parti. Alors, nous savons que nous allons vers les élections générales, les partis politiques se mobilisent. Au niveau du Parti Le Libéral, comment on s'organise pour justement faire face à ce moment électoral? Vous savez, l'objectif d'un parti politique, comme le dit la charte des partis politiques, c'est de participer à l'animation de la vie politique, de participer aux élections. Surtout que si vous ne participez pas à deux élections consécutives, on vous retire votre récépissé. Voilà, donc nous travaillons
à la participation des prochaines échéances électorales. Alors, il y a des informations qui circulent en tout cas sur les réseaux sociaux, mais avant, est-ce que le Parti Le Libéral va présenter un candidat pour l'élection présidentielle 2026, par exemple? Pour l'élection présidentielle de 2026, il faut dire que la présidentielle n'est pas une obsession pour le parti. Du coup, nous ne présenterons pas de candidats pour les élections présidentielles de 2026. Donc, si dans l'hypothèse où la justice finit peut-être par blanchir le président Richard Bonouroux, il ne va pas souhaiter être candidat? Non, je pense que je vous dis quelque chose qui vient de l'organe consultatif du parti. Richard Bonouroux ne sera pas candidat en 2026. Il ne sera pas candidat en 2026. Quoi qu'en soit l'issue, Richard Bonouroux ne sera pas candidat en 2026 et le Parti libéral ne présentera aucun candidat pour les élections présidentielles de 2026. Après votre congrès, on n'a plus, en tout cas, remarqué d'activités assez phares au niveau du parti. Est-ce que le parti a un agenda de travail aujourd'hui? Parce qu'on a le sentiment que à côté de cette affaire, il y a une forme d'inertie. C'est vrai qu'après le congrès, nous n'avons plus eu d'activité phare, mais je peux vous dire que sur le terrain, nous continuons pas à travailler parce que l'objectif principal, c'est de sensibiliser les gens à comprendre l'objectif du libéral, à comprendre ce que le libéral est. Pourquoi le libéral est né, il faut leur faire comprendre ça. En dehors de ça, nous avons des activités que nous allons faire dans le temps. Je peux déjà vous dire que on se pose la question de savoir si nous sommes de la mouvance ou si nous sommes de l'opposition. Absolument. Et même à ce sujet, on pressent un rapprochement avec un parti de l'opposition. Est-ce que non, pas du tout. Nous n'avons, comme l'a bien dit le président lors d'une interview sur votre chaîne de télévision, il a été clair, nous n'aurons rien à faire avec l'opposition, en l'occurrence les démocrates. Ça, je suis clair là-dessus. Et rien ne va changer la donne. On n'aura rien à faire avec ce parti. Mais je peux vous garantir que avec quelle formation politique le libéral peut en tout cas avoir un rapprochement? Courant le mois d'août, nous allons sortir cette information. Nous avons une activité qui est prévue pour le mois d'août, une gigantesque activité qui sera encore plus gigantesque que le congrès que nous avons eu à Calavi. Et au cours de cette activité, nous allons dire avec quel parti de la mouvance nous allons avoir cet accord de gouvernance. Donc on est sûr que ce n'est pas un parti de l'opposition, mais on est sûr que c'est un parti de la mouvance. Soyez très rassurés que nous n'aurons rien à faire avec un parti de l'opposition parce que le président qui vient en 2026 n'a pas encore posé ses valises et nous allons nous opposer à lui. Pourquoi? Donc nous n'avons pas d'opposition à faire. Patrice Talon finit son mandat dans quelques mois. Et quelqu'un qui finit son mandat, pourquoi s'opposer encore à lui? Donc, on n'a pas de raison à nous opposer à Patrice Talon. On n'a pas de raison à aller soutenir un parti de l'opposition qui ne fait que critiquer le gouvernement, qui ne propose pas des solutions pour accompagner le développement du Bénin. Eh bien voilà, Semévor Bondési Amandiye, vous êtes le secrétaire général adjoint du Parti Le Libéral. Vous nous confirmez en tout cas sur nos plateaux qu'un rapprochement justement pourra se faire avec un parti de la mouvance. Mais lequel on attend le mois d'août? Ça reste un suspense pour le mois. Avoir une petite idée? Parce que nous avons plusieurs partis de la mouvance. Hein? Bon, de toute façon, je peux déjà vous donner une petite ligne. Si ce n'est pas l'UPR, ça va être le BR. C'est l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Voilà. De toute façon, courant le mois d'août, je crois la première semaine du mois d'août, vous aurez cette exclusivité. Merci à vous, monsieur le secrétaire général adjoint. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'être passé sur Actu Matin. Actu Matin se poursuit. On va marquer une pause et retrouver Florence Bossa dans sa rubrique Actu sur le net.
Quels sont les motifs qui doivent marquer vos pagnes pour la dot et pourquoi? On en parle aujourd'hui dans votre magazine Chic et Pratique qui reçoit pour vous une commerçante de pagne. Alors, pour une dot réussie, on a l'habitude de dire que pas d'hibiscus, pas de mariage. Alors, regardez, ça, c'est le motif hibiscus qui symbolise l'harmonie dans le foyer, un mariage réussi et tout, voilà. Nous nous invitons dans vos cuisines aujourd'hui. Je suis à la cuisine et à une étape de la cuisson, je me rends compte qu'il y a beaucoup de sel dans le repas. Comment y remédier? On en parle avec notre invité du jour. Par exemple, à la fin, quand le riz a fini par exemple, de préparer, vous vous rendez compte que c'est salé. Vous pouvez couper une pomme de terre en deux, mettre dans la sauce. Là, ça ressort le sel dans. Comment réussir la salsa? C'est le thème de ce numéro de votre magazine Chic et Pratique. Il faudra constater qu'il y a les mouvements qui varient en fonction des hommes et des dames. Les hommes ici, nous allons les appeler les cavaliers et les dames les cavalières. Fait face au miroir pour décrypter l'actualité liée aux faits de société. Un gros sujet à la une de nos échanges ce matin. Quel regard portez-vous sur la dot aujourd'hui? La dot en soi, normalement, c'est le mariage. S'il ne fait pas officiellement la grande dot, la femme ne bouge pas. C'est ça. Et le gars dit que, bon, si c'est ça, il faut choisir entre ta famille et moi. Il y a des hommes qui, après mariage, ils abandonnent tout, ils n'ont rien fait encore. C'est ça. Il y a beaucoup de couples qui sont là. Annuellement, ils n'offrent pas aucun plaisir à sa femme. Tu es un homme, tu n'arrives pas encore à satisfaire correctement ton épouse à la maison. Elle sait, elle se dit, bon, j'ai déjà des enfants ici, je me contente de ça. Et c'est en plus de ça, c'est ça qui sort pour aller prendre encore une autre femme dehors. Téléspectateurs, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Alors, je dirais que la dot aujourd'hui, c'est vu comme autre chose. Ce n'est plus symbolique. Oui, je suis votre émission depuis Baricon. On vous est d'accord. Je vois que c'est très intéressant et j'ai voulu donner mon point de vue. Allons-y, ça nous fait plaisir aussi. Nous sommes avec Florence Bossa dans Actus sur le net. Florence Bossa, bonjour. Bonjour à vous Eric, bonjour à tous. Eh bien, ce matin, vous nous faites le condensé de tout ce qui a alimenté la polémique sur les réseaux sociaux. Oui, Eric, la toile a vécu et a commenté l'actualité à sa manière cette semaine. Beaucoup ont porté leur attention sur la série de décès survenus dans le monde des médias au Bénin cette semaine. Les avis sont également partagés en ce qui concerne ce taux de réussite des étudiants en première année à la faculté de droit et de sciences politiques à l'université de Parakou. Il paraît que là-bas, Eric, sur 2482 étudiants régulièrement inscrits, seuls 6 sont admis. Et donc, les internautes ont commenté cette actualité également. Et on va suivre ce résumé. Les résultats de la première session de juin 2025 à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi ont suscité au cours de cette semaine une vive polémique. Sur les 2482 étudiants régulièrement inscrits en première année de droit, seuls 6 sont admis. Un taux de réussite extrêmement faible qui a soulevé sur la toile des interrogations sur les conditions d'enseignement, le niveau des étudiants ou encore les critères d'évaluation appliqués. Réfléchissons autrement sur l'avenir du système éducatif. Ces résultats montrent à suffisance le bas niveau des apprenants et surtout des enseignants. Les gens veulent seulement faire croire à l'opinion publique qu'étudier le droit est difficile. Or, nous savons tous que c'est faux.
Il y a beaucoup d'enseignants qui ont eu à faire le CAPA avant de pouvoir s'inscrire en première année de droit. Ils n'ont pas pu donc avoir le bac. Il faut revoir la performance des enseignants de cette faculté pour le bonheur des étudiants. Ce résultat révèle la qualité de ce qu'ils ont donné comme cours. Les apprenants d'aujourd'hui aiment trop la facilité et n'ont plus le goût à la lecture. L'État doit revoir le mode de recrutement des enseignants et les modalités de sélection des étudiants. Tout le monde n'est pas obligé d'enseigner à l'université. Cette situation est un signal rouge. Elle relève un dysfonctionnement profond dans la chaîne éducative nationale. Il urge que les pouvoirs publics, les acteurs de l'éducation et la société civile s'unissent pour poser un diagnostic honnête et engager des réformes structurelles. Il y a plein de personnes, d'étudiants qui se retrouvent dans certaines filières au hasard. Ils n'y vont pas par passion. Dans un audio à succès sur les réseaux sociaux depuis lundi, on entend un ministre dénoncer violemment lors d'un meeting la gestion de son prédécesseur sans clairement le nommer. Alors que la rencontre se tenait avec les habitants de Parakou, ville fief de l'ancien ministre, le nouveau s'est étonné que des populations soient sans accès à l'eau potable alors qu'elles ont eu un parent qui avait géré ce département ministériel. Cette actualité est fortement commenté sur la toile. Dans une république fondée sur l'état de droit et la responsabilité, les accusations graves ne doivent pas se limiter à des effets de micro. Si le ministre détient des preuves concrètes de mauvaise gestion, la voie républicaine est claire, saisit la justice ou les institutions compétentes. Les meetings politiques ne doivent pas devenir des tribunaux populaires où l'on juge sans nommer ni prouver. Cela fragilise la cohésion gouvernementale et l'image de l'État. On peut aimer une nation sans aimer son fief. C'est possible. Que le nouveau entrant fasse la différence tout simplement, a écrit cet internaute. À Djougouville, l'eau n'est disponible que quelques heures entre 1h et 4h du matin et parfois rien du tout pendant toute la journée. Cette situation est d'autant plus surprenante qu'on observe une multiplication des forages dans la région. Malgré cela, la population continue d'en souffrir d'un manque d'eau flagrant. Le plus inquiétant, c'est que les habitants semblent s'y être habitués, comme si cette pénurie faisait partie du quotidien. Pourtant, une ville comme Djougou mérite mieux. Il est temps de se poser de bonnes questions sur la gestion, la maintenance et la distribution de l'eau. Cette situation ne devrait plus être tolérée, a commenté cet internaute. Une scène tragique a bouleversé le quartier de Zogbadje dans la commune d'Abomey-Calavi dans la matinée du mardi 24 juin 2025. Le corps sans vie d'un jeune homme a été découvert pendu à un arbre. Alerté par des riverains, les forces de l'ordre se sont rapidement déployées sur les lieux pour le constat d'usage. Selon les premiers éléments recueillis, la victime serait un étudiant. La nouvelle a provoqué une vive émotion chez les internautes. Des messages de condoléances et de soutien affluent sur les réseaux sociaux à l'intention de la famille éprouvée. Ce tragique événement rappelle à chacun l'importance de la santé mentale, un sujet souvent tabou mais crucial. Parler, écouter, tendre la main, autant de gestes simples qui peuvent faire une réelle différence. Écouter sans juger, soyons attentifs aux signaux de détresse. Parfois, une oreille bienveillante peut tout changer. Parler de ses émotions, encourager l'expression des sentiments, même les plus sombres, aide le fardeau intérieur. Nos pensées les plus sincères accompagnent la famille et les proches du défunt. Que son départ nous pousse à être plus attentifs les uns aux autres.
Une série de décès est survenue cette semaine dans le monde des médias au Bénin. Premièrement, c'est Dieudonné Idiwa Akpo qui est décédé vendredi 25 juin 2025 à Abomey-Calavi des suites d'une maladie. Âgé de 36 ans, il était un journaliste apprécié pour sa voix placide. Il travaillait pour la SRTB où il animait des émissions. Ses confrères lui rendent hommage, le décrivant comme une personne souriante, avide d'apprendre et un compagnon de lutte. Il est présenté comme un homme qui garde le sourire aux lèvres. 24 heures plus tard, soit samedi 21 juin 2025, on annonçait sur la toile le décès de Raïssa Agbedi en France des suites d'une maladie où elle était soignée depuis quelques années. Raïssa Agbedi, âgée de 52 ans, était une figure emblématique du journalisme béninois. Elle a été animatrice du journal sur Golf FM, rédactrice en chef à Océan FM en 2005 et correspondante de Radio France Internationale au Bénin. Au-delà de son parcours journalistique rigoureux, elle était également une activiste féministe et une chanteuse reconnue. Et comme si cela ne suffisait pas, il a été annoncé que Sonia Annick Agbantou, animatrice et présentatrice télévision live béninoise, est décédée lundi 23 juin 2025. Son décès a provoqué une grande tristesse sur les réseaux sociaux et au-delà. Connue pour sa voix, son énergie, ses messages de motivation et son professionnalisme, elle a animé plusieurs émissions et était également active dans le coaching de vie et de développement personnel. Elle était également prêtresse vaudou. Voilà Eric, les sujets qui ont tenu en haleine les internautes cette semaine sur la toile. En tout cas, ça a été une semaine assez éprouvante pour le monde des médias. En tout cas, pour ces décès que nous avons justement enregistrés, nous souhaitons à nouveau toutes nos condoléances aux familles éplorées. Alors, qu'avez-vous prévu pour nous pour ce qui est des vidéos? Eric, ces vidéos sont multiples. L'immersion a permis de choisir quelques-unes et donc on va regarder. Mais tu attends quoi pour avoir... Oh, non, tu déconnes. Mais fais venir l'argent là maintenant. Il y a un adage chinois qui dit cho cha cho dans mon mangouba cho. Ce qui veut dire on ne joue pas. Il faut laisser ça. Alors je pose la question. What is your name? My what is name is... Attends, je rêve bien. Allô, docteur? Oui, allô? C'est moi, monsieur Paka. Ça va, monsieur Paka? Ça va un peu. J'ai dit au docteur. Oui. Ordonnance que tu as donnée là. Oui. Je dois prendre médicament le matin, midi, soir, non? Oui. Ah, comme j'ai payé ça la nuit là, je vais commencer à prendre maintenant, non? Oui. Mais ça va devenir soir, matin, midi. Ça va pas me laisser mon ventre. Non, matin, midi, soir. Soit matin, midi, c'est la même chose. Ah, merci docteur. Voilà, je suis sûr qu'il va me demander un midi, soir et puis matin. Allô? Docteur, c'est encore moi, monsieur Paka. Pardon, hein. Et si j'oublie, et puis je prends médicament là, midi, soir, matin. Voilà, c'est pas ce que je disais. Ils sont trop cons. Allô, docteur? Oui. C'est comment? Comprimé que tu m'as donné là, c'est propre, hein? Comment ça? Ça mousse qu'on met dans l'eau. On appelle ça comment même? C'est de la vitamine C. C'est doudé, on dirait jus d'orange. Et alors? Y'a pour mandarine, non? Oui, avec Tommy aussi. Comme je suis devenu vendeur de jus là. Et as-tu su le net, c'est fini pour aujourd'hui.
Merci à vous, Florence Bossa. On se retrouve le jeudi prochain. Oui, à jeudi. Passez une très bonne journée. Merci. On va marquer une pause et installer le forum de discussion. Envie de transformer votre intérieur, envie de composer votre salon à votre image, selon votre style et en fonction de votre goût. Besoin de créer de l'espace dans votre salon, votre salle à manger ou même dans votre chambre à coucher. Et si l'inspiration vous attendait juste ici? Design moderne, style vintage, bois noble, matière naturelle, couleurs tendance et bien d'autres encore. Bienvenue chez N Meubles Déco, votre destination incontournable pour des meubles et des objets décoratifs uniques, directement importés d'Allemagne. Chez nous, vous allez trouver des salons, des salles à manger, des lits, des meubles de bureau. La particularité, c'est que le client peut lui-même composer ses articles. On n'impose pas notre composition. Donc vous pouvez venir voir un ensemble de tables avec salle à manger. Vous pouvez prendre juste la table ou juste les chaises. Des canapés confortables, des tables élégantes, des objets déco-tendance, il y en a pour tous les styles et tous les budgets. Rendez-nous visite à Calavi en quittant Kota pour Cotonou, 7e rue après la clôture de SOS au bord du goudron et dans notre showroom à Wologede, rue de la pharmacie Éternité. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 10h à 20h. Maintenant, pour des clients privilégiés qui veulent être traités comme des privilégiés, nous pouvons accorder nos horaires. Contact +229 0161 09 09 09 ou le +229 01 61 90 91 92. Notre adresse email nmeubledeco@hotmail.com. Vous pouvez également nous joindre via nos réseaux sociaux. Sublimez votre intérieur, révélez votre style. Franck Arnaud, bonjour. Bonjour. Ulrich Gaba, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, appelons-nous.
Alafia. Ah, fort. Mais c'est très joli. Merci. Vraiment joli. Allez, nous allons examiner les avancées justement dans cette option du gouvernement de faire la promotion de nouvelles filières agricoles au Bénin. En tout cas, aujourd'hui, on parle du soja, on parle du palmier à huile, on parle du cajou et bien d'autres cultures. Déjà, Uluru Chigaba, que dites-vous de ce choix du gouvernement de faire la promotion de nouvelles filières agricoles? Vous savez, très souvent, depuis très longtemps du moins, on a toujours entendu parler du coton. Et puis ça s'arrêtait là. Et ça s'arrête là. On a battu les meilleurs scores par les temps que je revois très proches de nous. On a battu les meilleurs scores et en ce moment, on s'en vantait aussi parce qu'on se disait, ben voilà, nous avons quand même réussi ce pari. Mais à un moment donné, nous avons entendu également les populations crier en disant « Est-ce que c'est le coton que nous allons manger ?» On a entendu beaucoup de choses. Le gouvernement a fait également la promesse de diversifier les différentes filières. Et effectivement, avec le temps, nous avons vu l'anacarde qui a commencé par prendre aussi une bonne allure. Et là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tensions autour parce qu'on sait que la sortie des produits a posé beaucoup de problèmes. Juste après l'anacarde, nous avons connu aussi le soja qui a également eu le même problème. Mais bien avant ça, on a connu quand même une bonne production du soja. Et je vais revenir après sur les polémiques autour, mais pour dire que nous avons eu alors d'abord le coton, l'anacarde, le soja. On a eu aussi la filière ananas qui aussi à un moment donné a pris véritablement son envol et qui continue de prendre son envol parce que qu'on le veuille ou non, l'ananas aujourd'hui, l'ananas béninois précisément est très prisé à l'extérieur. C'est vrai qu'il y a eu des polémiques autour à un moment donné par rapport à la qualité d'un certain stock qui a été un peu, qui a suscité beaucoup de polémiques à un moment donné, mais je crois que tout est rentré dans les normes et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'ananas béninois reste toujours l'ananas le plus prisé pas seulement dans la sous-région mais aussi à l'extérieur. Et en fait, nous avons eu également, je crois, le palmier à huile qui vient se positionner actuellement. Donc, c'est pour vous faire comprendre que le gouvernement ne pouvait pas se focaliser juste sur une seule filière et prétendre véritablement vouloir développer l'agriculture. Parce que, qu'on le veuille ou non, à part les recettes douanières, le port autonome de Cotonou qui ne donne plus véritablement le résultat que nous connaissions avant, l'économie du Bénin était essentiellement focalisée sur l'agriculture. Et pour effectivement développer le pays, il fallait qu'on diversifie justement les différentes filières et qu'on les porte à un niveau donné. Il y a aussi les subventions que vous connaissez, les subventions sur les engrais et autres, tout ça. Donc c'est pour faire comprendre qu'il y a une vraie politique de développement à ce niveau, juste que dans la faisabilité, dans la praticabilité des choses, il y a eu des chocs d'intérêt, des chocs aussi de stratégie, et c'est ça justement qui peut-être peut donner un petit couac. Sinon, dans l'ensemble, je pense qu'il y a un grand travail qui a été fait, et alors, si on veut parler de la diversification agricole, je pense qu'on est en de bonnes voies pourvu que ça dure. Oui, Franck Cornou, que dites-vous aussi sur cette option d'aller vers la promotion de nouvelles filières agricoles? Oui, je pense que la politique actuelle du gouvernement nous a amené, en dehors du coton, et le riche l'a dit, à voir de nouvelles filières émerger, telles que le soja, telles que le riz, telles que le cajou, telles que, disons, l'ananas, qui, à l'international, notre ananas reste compétitif sur le marché international. Et cela a amené, par exemple, l'exemple il est là et saute à l'œil, à l'implantation d'industries qui exploitent et qui transforment des produits locaux. Cela voudra dire que nous avions par le passé des usines de grainage de coton, à Wassapeonko, Andali, un peu partout sur le territoire national, mais aujourd'hui nous avons des industries qui sont concentrées à Glodjibé et qui utilisent la production locale, le cajou, le soja, l'ananas, tout ce que vous voulez, tout ce qui va avec. C'est la preuve que les filières ont été diversifiées avec le temps et la politique, disons la volonté politique affichée a permis d'avoir ces quelques résultats-là. C'est une bonne chose parce que cela va apporter une plus-value à notre économie, ça va apporter, nous n'aurons plus une seule source de ressources telles que
Nous avons par le passé le coton où on vendait une partie à l'extérieur et tout. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de vendre d'autres produits que j'ai cités ci-dessus. Et cela également fait que aujourd'hui, les risques, par exemple, d'aller dans le secteur, les risques ont un peu diminué parce qu'il y en a qui faisaient du coton et qui, par manque d'encadrement, qui, par manque de précision, et aussi à tout cela s'ajoutent les changements climatiques qui leur jouent de petits tours. Cela fait qu'ils n'ont pas souvent les résultats et parfois ils s'en plaignent. L'utilisation des terres, lorsque par exemple vous faites le coton sur disons une superficie pendant 2, 3, 4 années, il va falloir un peu revoir un peu les stratégies, il faut revoir un peu la politique de valorisation de cette terre-là. Cela fait qu'au fil des années, il y en a qui se sont découragés, qui ont embrassé d'autres secteurs. Mais je pense que sous la gouvernance du président Patrice Talon, ça a commencé de Boni-Yayi, mais on a accentué un peu les efforts au niveau de Patrice Talon à travers, par exemple, des financements qui sont logés au niveau du FNDA, le Fonds national de développement agricole, où les gens peuvent aller remplir les conditions pour avoir des subventions, pour avoir de l'argent et investir dans le secteur. Donc, lorsque vous mettez tout cela, et l'engagement du ministre Dossoui, qui connaît bien son secteur, vous voyez, quand on en parle aujourd'hui, même avec les petits soucis qu'on a connus avec l'ananas béninois, aujourd'hui, je crois que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Et si vous devez évoquer les statistiques, c'est que nous continuons d'exporter une bonne quantité de ce produit-là. Nous continuons de produire assez de soja, assez de cajou. Nous continuons de produire également le riz dans une certaine mesure. Et à côté de tout cela, nous développons également l'élevage qui profite de la production agricole pour également émerger. Donc je pense que nous sommes sur une bonne voie, bien qu'en interne, il y a des problèmes que nous devons régler, notamment avec les acteurs qui ne sont pas toujours satisfaits, qui sont à couteau tiré parfois avec le gouvernement, compte tenu de certaines mesures protectionnistes qui sont prises et qui ne les arrangent pas, qui ne les agréent pas toujours. Ça, c'est des problèmes que nous pouvons régler sur le long terme, que nous pouvons régler en nous parlant, en associant les acteurs et en discutant avec ceux-là qui sont impliqués directement dans ce secteur-là. Donc je pense que nous avons fait des pas de géant ces dernières années et cela porte ses fruits. Si nous maintenons un peu la dynamique, nous maintenons le cap, je pense que d'ici à, disons, 20-25 ans, je pense que nous aurons des filières totalement émergées, nous aurons des filières qui ont été promues et qui apportent de l'emploi, qui apportent de la richesse aux populations et des acteurs qui vont mieux se sentir. Et ce sera tant mieux pour la santé de notre économie. En tout cas, Ulrich Gaba, Franck l'a relevé, cette volonté aussi de transformer nos matières premières a sans doute poussé le gouvernement à faire l'option de la promotion de ces nouvelles cultures, puisque aujourd'hui nous avons des industries qui ont vraiment besoin de ces matières premières en termes de transformation. Oui, absolument. Absolument. Vous savez, vendre la matière première telle qu'elle n'apporte pas véritablement une plus-value pour le gouvernement ni pour l'économie nationale. Et l'essentiel, c'est de commencer déjà par identifier ce qu'on peut faire ressortir à travers chaque produit que nous avons. Vous voyez, quand... Aujourd'hui, notre cajou est devenu un label. Voilà, c'est devenu un label, mais il ne faut pas s'arrêter juste... On arrive à l'exporter aujourd'hui. Je suis d'accord que c'est devenu un label, mais IARIC, ne nous arrêtons pas juste à cette forme de transformation de cajou. Il faut transformer, il faut que nous allions dans à tous les niveaux et à toutes les étapes de transformation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je commence d'abord par faire un clin d'œil à toutes les startups qui s'insèrent dans ce milieu-là. Vous voyez, rien qu'avec le cajou, vous allez voir certains qui vont vous sortir l'huile de cajou, certains vont vous sortir des cacahuètes de cajou, et ainsi de suite. Donc, ça dit, il faut valoriser la matière première dans toutes ses composantes, de sorte à ce que rien ne puisse faire. Regardez la filière palmier à huile aujourd'hui, a dit, quand nous regardons, il y a quelques années, bien des années avant nous,
rien qu'avec la filière palmier à huile, l'économie du Dahomey d'antan avait sérieusement prospéré. Et pourquoi? Vous avez le palmier à huile qui est là, un arbre qui pratiquement du début, en fait du haut jusqu'en bas, produit de la richesse. Il y a les palmiers à huile même, vous avez aussi les composantes, il y a tout. Rien que l'arbre du début jusqu'à la fin est porteur de richesse. Donc si on transforme, il faut qu'on aille jusqu'au bout, qu'on ne reste pas seulement à la transformation de l'huile, qu'on ne reste pas seulement à la transformation de cajou, juste en label que nous connaissons et autres ça à exporter, mais qu'on ait. Regardez le coton dont nous parlons par exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis fier de voir que le Bénin, à travers le GDIZ, sort ses premiers t-shirts made in Bénin, grâce au coton béninois. Mais regardez, par exemple, là je parle du taco de Kouandé. Par exemple, le taco de Kouandé, par exemple, regardez, c'est aussi du coton pur du Bénin, mais transformé par des artisans du Bénin et transformé, s'il vous plaît, à la main. Vous voyez, c'est vrai qu'il faut industrialiser, mais dans le même temps, il faut faire en sorte que la transformation aille dans toutes ses composantes, de sorte à ce que rien ne se perde. Et c'est ça justement la plus-value que nous pouvons gagner. Ces startups qui aujourd'hui, ces artisans, ces hommes et femmes qui s'investissent justement dans la transformation, peut-être au bas de l'échelle, ou au moyen, ou à l'étape moyenne de l'échelle, ou encore au sommet, c'est-à-dire là, l'industrialisation à outrance, qu'à chaque étape, que le gouvernement puisse véritablement insuffler une dynamique à ce niveau pour que la transformation soit intégrale. Parce que, qu'on le veuille ou non, si c'est transformé au bas de l'échelle, ce sera utilisé. Si c'est transformé à l'échelle, c'est-à-dire juste au milieu, ce sera exploité. Si c'est transformé à l'échelle complètement industrielle, on peut également l'exploiter et on peut également l'exporter. Je pense qu'il ne faut sous-estimer aucune étape de la transformation. Et je pense que c'est ça qui va véritablement permettre à notre pays d'engranger le maximum de bénéfices. Vous avez donné l'exemple sur cette diversification. Du palmier à huile le 24 juin dernier. Le ministère de l'Agriculture a procédé au renouvellement de vieilles plantations. À cet effet, il est prévu 12 870 plants sélectionnés et installés sur une superficie de 90 hectares. Et puis au plan national, l'Agence territoriale de développement agricole, ATDA 6, à travers le programme national de développement de la filière palmier à huile, a mobilisé 1 180 649 plants sélectionnés à justement installer sur 8 250 hectares. Alors, quand on est au cœur de cette nouvelle dynamique et de faire la promotion de ces nouvelles cultures, est-ce qu'on a pensé aux producteurs? Est-ce que les producteurs en tirent le compte véritablement? Je le disais tout à l'heure. Parce que sans eux, il n'y a pas de croissance agricole. Absolument. Je le disais tout à l'heure, pour réussir, disons, la diversification, pour que notre pays puisse gagner le pari, je pense qu'il faut mettre les producteurs au cœur de toute la politique qui va être conçue autour. Quand vous voyez les statistiques, je suis entré un peu dans la base de données de la direction de la statistique agricole au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Je vais donner quelques statistiques et vous allez voir que les producteurs, ils font beaucoup d'efforts pour aider le gouvernement à atteindre des résultats. Mais lorsque vous allez consulter un peu, vous scrutez les conditions dans lesquelles ces producteurs vivent, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. On parle par exemple du soja qui est passé de 421 886 tonnes en 2022 à 520 929 tonnes en 2023, soit une augmentation d'environ 23%. Donc quand vous évoluez même au niveau des autres spéculations, vous voyez que de jour en jour, le message du gouvernement est entendu par les producteurs, ça a un écho favorable, mais lorsque vous allez pour interroger les conditions dans lesquelles ils travaillent, les conditions dans lesquelles ces producteurs vivent, je ne dirais pas que c'est mauvais, mais on peut travailler à améliorer ces conditions parce qu'il y a des bruits que nous entendons. Par exemple, le gouvernement qui a pris des mesures pour que les industries installées à Glodigbe ne manquent pas de matières premières. Ces décisions-là n'ont pas été du goût des producteurs. Pour l'avoir expérimenté pendant un temps, je pense c'est le moment de mettre le sujet sur le tapis pour leur demander, voilà, nous ne voulons pas que les industries meurent, que les industries manquent de matières premières, mais qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'eux, ils sont prêts à aller vendre au prix du marché, alors que le gouvernement a affiché un prix et les maintient sur le territoire national. Il faut que le débat se fasse, il ne faudrait pas qu'on se regarde en ancien de faïence pour ne pas engager les discussions, parce que si nous faisons la promotion des filières et que les producteurs nous accompagnent,
il n'y a pas de raison que ceux-là ne ressentent pas, n'aient pas le retour. Parce que ça va être une bombe à retardement. Lorsque ils vont se décourager, ça va être, ça va jouer sur promotion des filières, d'accord, mais aussi promotion des producteurs. Ouais. Absolument, il n'y a pas de sans qui il n'y a pas de promotion de filières sans promotion de producteurs, parce que ce sont les producteurs qui sont à la base. Justement, si je ne produis pas, est-ce que vous pouvez valoriser une filière? Absolument pas. Donc c'est le producteur qui est en amont. Et en aval, on a maintenant l'acheteur ou le consommateur qui peut-être a subi, qui vient prendre maintenant complètement le résultat de toute la chaîne. Mais entre-temps, le gouvernement se retrouve en amont et en aval, parce que déjà, vous avez vu la politique, le gouvernement qui organise les intrants, de subvention des intrants justement, et même la formation, pas seulement, il ne faut pas rester seulement au niveau des intrants, il y a aussi la formation. De plus en plus, vous allez voir, les ATDA sont beaucoup plus déployés pour accompagner les producteurs, pour leur montrer comment produire davantage et de qualité, comment vaincre certains, les bestioles qui envahissent les champs, et ainsi de suite, parce qu'il serait dommage pour un producteur de travailler de longue haleine sur des mois et venir maintenant retrouver une production, une récolte qui n'est véritablement pas satisfaisante, qui ne couvre même pas la charge mise en place pour pouvoir ensemencer. C'est souvent décourageant. Mais le plus important, comme je l'ai dit, le gouvernement est en amont, que ce soit dans les intrants, que ce soit dans la formation des producteurs, mais aussi dans le suivi justement de cette production jusqu'au bout. Vous savez ce qui s'est passé? Et il y a eu beaucoup plus de remous au sein des producteurs. C'est qu'il y a eu une décision qui a été prise à un moment donné, mais la mise en pratique de cette décision a posé problème. La décision en elle-même n'était pas mal. La décision en elle-même n'était pas mauvaise. Mais la mise en pratique de cette décision a suscité des problèmes. Pourquoi? Vous savez, j'ai l'habitude d'expliquer de façon très, très schématique. Il y a un aspect en termes d'agriculture qu'on appelle la prévente. La prévente, c'est quoi? Je suis producteur, je n'ai pas la possibilité, j'ai peut-être 2 ou 3 hectares, je n'ai pas la possibilité de tout emblaver compte tenu de mes maigres moyens. Mais j'ai la terre disponible. Maintenant, je vais peut-être négocier auprès des banques. Les banques ne sont pas disponibles parce que je n'ai pas de garantie ou je ne vais pas mettre ma terre en place. Alors, il y a quelqu'un qui a besoin justement de 5 tonnes, de 10 tonnes, de 40 tonnes. Alors, je lui dis, écoute, je peux déposer, je vous déposer au moins le prix de 20 tonnes. Si vous avez besoin de 40 tonnes, vous me payez déjà 20 tonnes. Je prends les 20 tonnes, j'utilise l'argent de ces 20 tonnes-là et j'ensemence. D'accord? C'est vrai qu'entre-temps, il y a la politique du gouvernement qui a accompagné aussi à travers les intrants. Mais comme je l'ai déjà fait, on a déjà fixé le prix. Le prix a été fixé à un moment donné. Peut-être que l'acheteur est au Bénin ou à l'extérieur du Bénin. Parce qu'entre-temps, le gouvernement n'avait pas encore pris la décision d'interdire la sortie des produits. Donc vous voyez, quand je prends cette décision, c'est un engagement que j'ai pris et j'ai emblavé. Pendant que moi je suis en train d'ensemencer, ou peut-être au moment où je veux récolter maintenant, une décision sort et m'empêche de vendre, de livrer, parce que là je ne suis plus dans la vente, parce que je suis dans la livraison, puisque entre-temps j'ai engrangé une partie de la vente, donc je dois livrer et maintenant récupérer le reste pour pouvoir faire face à mes charges. Et c'est dans cette période-là, je suppose, qu'une décision sort et m'empêche d'aller livrer à mon client. Alors là, je me retrouve en difficulté parce que je n'ai pas d'argent et cela peut susciter encore des poursuites judiciaires à mon encontre. Deuxième chose, c'est que quelque part, je ne suis pas crédible auprès de cette personne-là. Et troisième chose, on me propose peut-être un prix qui n'est pas exactement celui auquel mon acheteur avait proposé. Et là, je me retrouve, s'il avait peut-être proposé, si je lui avais vendu peut-être à 75 francs, et qu'aujourd'hui, maintenant, on dit, tu ne vends pas à l'extérieur, tu ne livres à personne, mais tu nous vends ça à 50 francs. Et là, je me dis, le gap de 25 francs, sur 40 tonnes ou sur 20 tonnes, qui me rembourse ce gap-là? Parce qu'entre-temps, il y a eu prévent. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que la décision... on m'avait proposé un prix... Si en temps, on m'avait proposé un prix plus élevé que l'acheteur initial, voilà, pu vendre et rembourser. Mais l'autre chose, c'est que vous voyez, quand des décisions sortent comme ça, il ne faut pas qu'on se précipite dans leur application. Il faut échanger, il faut prendre langue avec les producteurs. Puisque cette information, par exemple, c'est auprès des producteurs que moi je l'ai eu. Vous savez, quand on est à l'extérieur et qu'on voit la décision en elle-même, on trouve qu'elle est salutaire parce que les matières premières iront effectivement vers les usines de transformation et c'est une plus-value pour le pays, ça c'est clair. Mais maintenant, quand on écoute les producteurs à la base, on se dit, attention, ce qu'ils disent n'est pas faux, ce n'est pas dénué de sens. Donc, je pense qu'il a fallu qu'on trouve le juste milieu. La preuve, actuellement,
on produit toujours, mais est-ce que vous entendez encore cette grogne-là entre producteurs et gouvernement? Non, c'est parce qu'entre-temps, l'application de la mesure a eu le temps de trouver les rouages qu'il faut pour entrer dans le système. Parce qu'entre-temps, les producteurs se sont dit, non, je ne vends plus à l'extérieur, je ne peux plus prendre des engagements à l'extérieur. Mais vous voyez, quand l'engagement est pris, avant que la décision ne sorte, le producteur se retrouve le dos au mur. Alors qu'il a produit pour bénéficier, pour faire des bénéfices, mais s'il produit pour ne pas avoir de bénéfices, là, ça pose au-delà de ces filières, véritablement le problème. Au-delà de ces filières que nous avons évoquées, notamment le soja, le palmier à huile, l'anacarde, l'ananas, nous avons aussi fait des percées en matière de produits de céréales, justement, le maïs aussi, nous avons évolué. La production de lait, de viande, la production halieutique aussi. Nous avons en tout cas des chiffres assez encourageants. Je pense que comme nous l'avons relevé, il faut davantage rester en contact avec les producteurs pour que les inquiétudes soient véritablement réglées. Parce que si nous produisons et que les statistiques nous encouragent, qu'au même moment, les producteurs n'arrivent pas à tirer le compte et qu'ils se retrouvent endettés avec les banques, endettés avec des personnes qui les aident, eh bien, ça va être compliqué pour la suite, justement, de cette ambition. Vous savez, aujourd'hui, il faut investir également dans la formation au niveau de des agronomes pour qu'ils puissent nous permettre d'anticiper sur des phénomènes qui vont intervenir. Les changements climatiques, la gestion de l'eau. Parce que dans certaines régions, vous avez vu, quand on était petit, on nous disait que à partir de la fin du mois de mars, déjà, nous avons les premières pluies. En avril, mi-avril, déjà, il pleut abondamment. Ce n'est plus forcément le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous voyez, nous sommes en mai, sinon en juin, et il pleut sérieusement par endroits avec de fortes pluies. Rien n'est plus maîtrisé aujourd'hui. Or, si nous faisons des études, nous mettons en place des structures capables de prévenir, de présager un peu l'avenir, nous allons pouvoir amortir ces chocs-là que reçoivent les producteurs lorsqu'ils sont en plein dans leur activité. Donc pour cela, nous devons, comme nous l'avons tous dit ici, échanger avec les producteurs parce que c'est eux d'abord la chose, c'est eux qui sont au cœur de la pratique agricole et sans eux, je pense que nous n'allons pas véritablement évoluer. Donc la politique doit être une politique qui prenne en compte les aspirations des producteurs. Merci à vous, Franck Arnaud. Merci, Ulrich Gabar. Un dernier chiffre, peut-être pour finir. Une production céréalière propulsée par une production de plus de 2 millions de tonnes de maïs. C'est assez énorme pour la campagne 2023-2024. Nous disons aussi merci à tous nos producteurs parce que c'est aussi grâce à eux que nous arrivons à manger. Il faut leur rendre il y a aussi la distinction des producteurs. Ça, j'ai oublié. Il y a la distinction des producteurs. J'ai lu récemment un producteur à qui on a décerné un véhicule. Je pense que c'est des choses comme ça qu'il faut effectivement pour les producteurs, pas seulement et renforcer aussi la mécanisation de l'agriculture. La mécanisation aussi, pas seulement au niveau du coton, aussi faire en sorte que des producteurs, les meilleurs producteurs soient beaucoup plus encouragés. Ça va stimuler, c'est la bonne stimulation et puis je pense que ça va donner un bon résultat. Après nous, Actu Matin se poursuit avec la revue de presse et juste après Actu Matin à 10h, c'est la rediffusion de votre émission L'info continue et puis à 13h, vous avez rendez-vous avec la rédaction pour le journal et puis à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Patrice Talon poursuit son offensive diplomatique. Après Abidjan, le chef de l'État s'est envolé pour Brasilia. Il est en visite officielle au Brésil depuis ce mardi 25 juin 2025, nous informe Fraternité. Cette mission diplomatique de haut niveau vise, à en croire le quotidien Maison, à renforcer la coopération économique, agricole et culturelle entre les deux pays, dans un contexte où les relations bilatérales prennent un tournant stratégique. Il s'agit de la seconde visite du président Patrice Talon au Brésil en un peu plus d'un an, ce qui témoigne de la dynamique nouvelle entre les deux pays, précise Fraternité. Pour l'autre quotidien,
Lula da Silva et Talon inaugure une nouvelle ère de coopération entre le Brésil et le Bénin. Une nouvelle ère, c'est bien ce que promet également Paulin Akpona aux populations de Parakou, notamment celles du 1er arrondissement. Après avoir décrié la gestion peu satisfaisante des questions d'accès à l'eau et à l'électricité à Titiru, Okedama et Korobororu, le ministre de l'Énergie, de l'eau et des Mines annonce, selon le rapport fait par Le Potentiel, une disponibilité à 100% d'électricité et d'eau dans un avenir proche. Dans un délai très bref, le ministère de l'Énergie, de l'eau et des Mines va réagir très rapidement pour apporter des solutions pour que vous sachiez que le gouvernement a à cœur l'amélioration de vos conditions, en tout cas en ce qui concerne l'électricité et l'eau, a rassuré le ministre. En attendant la matérialisation de cette promesse ministérielle à l'Assemblée nationale, les députés ont à nouveau usé de leur pouvoir législatif. L'information est livrée par Décryptage Info qui indique que lors de la séance plénière du mercredi 25 juin 2025, 2 lois majeures ont été adoptées. Il s'agit de la loi numéro 2025-14 portant réglementation de la microfinance et la loi numéro 2025-15 relative à l'entrée, au séjour, à la résidence et à la sortie des étrangers en République du Bénin. Les parlementaires ont également procédé à la ratification de 2 accords de financement signés avec l'Association internationale de développement, précise le Canard. En marge de cette séance plénière, le président de l'Assemblée nationale a reçu la visite d'une délégation chinoise, signale le leader du jour. D'après les détails fournis par le quotidien, cette rencontre porte 2 objectifs. Renforcer les relations entre l'Assemblée nationale du Bénin et l'Assemblée nationale populaire de Chine et promouvoir des échanges économiques entre les 2 nations. Retrouvons, mesdames et messieurs, Fraternité qui consacre un dossier au concept de féminisme qui, selon le Canard, gagne en visibilité et séduit un nombre croissant de femmes qui s'en revendiquent. Mais dans ce combat pour l'égalité des sexes, certaines dérives apparaissent. La défense des droits féminins s'accompagne parfois d'une dévalorisation systématique des hommes, relève le quotidien qui a recueilli l'avis d'une poignée de jeunes. Pour Maël Leroux-Belou, le féminisme n'est pas une guerre des sexes. C'est un combat pour l'équilibre, la justice et la reconnaissance de la place des femmes dans la société, longtemps niée ou sous-évaluée. Interrogée sur le constat selon lequel certains discours de féministes sont parfois hostiles aux hommes, Alexia Fanou, féministe, répond « Non, ce n'est pas parfois hostile, ça doit l'être envers les misogynes qui profitent du système, ceux qui violent, excluent, exploitent et tuent en toute impunité. » En ce qui le concerne, Didas Torsou, sociologue, estime que les hommes ont un rôle fondamental à jouer. Ils doivent accompagner, former, soutenir et orienter les femmes, surtout dans les sphères où ils ont déjà acquis une certaine expérience. Terminons par ce fait de société rapporté par Le Potentiel. Jeté dans un WC de 10 mètres de profondeur dans la commune de Zé, un nouveau-né a été sauvé in extremis. Fin de la revue de presse de ce jeudi 26 juin 2025.